Service de la formation, puisque l'on va proposer au sein de nos logiciels la possibilité de créer de la multimodalité en formation, donc que ce soit pour la création et pour la diffusion. Donc l'idée aujourd'hui, puisque nous accompagnons dans le cadre de cette vente de logiciels tout type d'organismes de formation, de centres de formation, de formateurs indépendants, d'entreprises, de petites entreprises, de très grosses entreprises, c'est d'essayer de voir avec vous, d'en discuter, hein, puisque effectivement définir la multimodalité n'est pas chose aisée, de voir avec vous quels sont les enjeux et quelles sont les pratiques à l'heure d'aujourd'hui, voilà, sans aucun jugement, de voir un petit peu les pratiques qui existent sur l'ensemble des domaines des différentes formations que l'on peut rencontrer, en tout cas à travers notre expérience. Donc voilà un petit peu, en une heure, essayer de brosser ce portrait. Donc vous parlez un petit peu d'histoire et de tendance, puisque la multimodalité, ce n'est pas nouveau, mais ça change tous les jours, ça évolue tout le temps. Donc voilà, de vous expliquer un peu d'où on est parti, alors très rapidement, ne vous inquiétez pas, et puis un peu vous expliquer les tendances que l'on voit à l'heure d'aujourd'hui chez les clients qu'on peut accompagner. Les usages d'aujourd'hui également, je m'appuierai sur une étude en fait avec quelques chiffres sur plus de 400 structures de formation où on a justement un retour sur quels sont les types de modalités utilisées, quelles sont celles qui plaisent aux apprenants, voilà, pour essayer de voir un petit peu ce qui va pouvoir être possible si on souhaite continuer ou commencer dans la multimodalité. Un petit point sur comment choisir la bonne modalité. Donc malheureusement, vous verrez qu'il n'y a pas de réponse toute faite, mais en tout cas, des points clés et des repères sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour choisir la meilleure modalité au meilleur moment dans le meilleur contexte. Et puis, pourquoi faire de la formation multimodale. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'interrompre. Donc, je vais commencer par cette petite introduction pour essayer de vous brosser toutes les modes différentes et successives qui ont pu arriver dans notre domaine depuis quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, à peine 10 ans. Donc on a commencé par du e-learning, qui est devenu tout d'un coup très ringard. Donc on a fallu faire du rapid learning, quelques années plus tard. Et puis tout le monde s'y est mis, ou certains s'y sont mis. Et puis finalement il ne fallait plus faire du rapid learning, il fallait faire du serious game, c'était absolument la chose à faire. Et puis finalement le serious game, on s'est rendu compte que c'était pas si bien que ça. Du coup, on a fait du social learning, donc on a essayé de monter des sociétés d'apprenants, des web 2.0 comme on dit, pour que tout le monde puisse partager ses connaissances et monter vraiment des réseaux sociaux. Donc ça, c'était il n'y a pas si longtemps, et du coup, tout le monde a monté des communautés. Et maintenant, ce qui marche, c'est les MOOC. Voilà, donc en fait, même si c'est un peu provocateur, l'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'il faut toujours faire attention à toutes ces multimodalités qu'on nous brosse comme la meilleure modalité du moment. Effectivement, il faut faire toujours abstraction, les tendances sont intéressantes, tout est intéressant, mais finalement il n'y a pas une bonne modalité, toutes les modalités sont bonnes. Donc juste pour brosser, hein, le 2015, donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais donc les MOOC, c'était il y a à peu près un an, vraiment que ça a commencé à se mettre en place. Maintenant on parle de SPOC, de COOC, hein, donc vous voyez c'est encore pas fini. Donc les COOC, ce sont comme les MOOC, sauf que ce sont spécialisés pour les compagnies, enfin Company Open Online Courses. Donc c'est chaque entreprise qui veut développer son propre MOOC, donc mettre à disposition en libre service un nombre incroyable de ressources, voilà, c'est la vie rêvée. Les SPOC, c'est pour les toutes petites entreprises, également, c'est également possible. Donc voilà, c'est toujours intéressant de se nourrir des tendances, mais il faut quand même toujours faire attention à ce qu'on nous propose, il n'y a pas tout qui est acheté, ni tout qui est à prendre. Voilà, c'est un peu faire attention. Donc voilà, c'est vraiment ça. En pédagogie, il n'y a aucune modalité qui va chasser l'autre et il n'y en a aucune qui va former mieux que les autres. C'est en fait, on va dire, l'addition de toutes ces modalités et donc la multimodalité qui va nous permettre d'atteindre un objectif de formation et qui va nous permettre de former de la meilleure manière que ce soit les apprenants, tout en prenant en compte les contextes, les contraintes, le budget, parce qu'il y a toujours la théorie, et puis il y a la pratique, la vraie vie, savoir comment est-ce qu'on peut faire ça chez nous. Donc j'ai essayé de vous noter ici toutes les modalités qui sont disponibles, alors toutes, c'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas les modalités qu'on rencontre le plus souvent.
Donc on travaille forcément avec la modalité présentielle, notre modalité RN qui est loin d'être finie. Voilà, maintenant cette modalité présentielle vient vraiment elle vient être grignotée par ce numérique, puisque l'on voit maintenant dans les formations présentielles de plus en plus de modalités de la formation à distance qui viennent s'intégrer dans les cours présentiels. Il y a des jeux, on va diffuser des vidéos, voilà, on n'est plus sur du présentiel classique, on va avoir de l'intégration de la modalité à distance, du e-learning, des quiz qui vont pouvoir s'intégrer dans les kits présentiels. En termes de modalités, on retrouve également des évaluations très classiques, pourquoi pas du rapid learning, on en a parlé, des choses qui vont être produites très rapidement et qui vont nous permettre par exemple de répondre à des besoins pour former sur des nouveautés, sur des choses sur lesquelles il faut aller vite. Ce n'est pas d'une qualité incroyable en termes de pédagogie, mais ça va nous permettre de répondre à des besoins de rapidité et de diffusion rapide auprès des apprenants. On a également des modalités de vidéo learning, où on va avoir exclusivement de la vidéo à l'intérieur, des e-learning scénarisés, les fameux modules e-learning, on va pouvoir faire un scénario, des choses qui vont être construites dans le temps et qui vont prendre aussi du temps à être produites. Les serious games, donc ces modalités qui se rapprochent du jeu vidéo, qui sont très coûteuses, très jolies, qui ont un impact pédagogique plus ou moins bon en fonction de comment a été construit le serious game. On a également les modalités de classe virtuelle et de social learning qui nous permettent de prendre en compte également tout le suivi, l'accompagnement, le tutorat au niveau de ces multimodalités. Donc finalement, j'ai essayé ici de regrouper tout ce que l'on peut proposer en termes de multimodalité. Et finalement, la vraie innovation pédagogique, en tout cas de notre point de vue, c'est finalement de pouvoir utiliser tous ces types de modalités. Donc le formel dans la formation, les parcours classiques très guidés, où on va imposer un rythme, où on va imposer des choses qu'il va falloir suivre dans l'ordre ou pas en fonction de prérequis, vous connaissez ça très bien. Mais également l'informel, donc les MOOC, avec des choses qui sont en ligne, que l'on va pouvoir aller consommer, c'est vraiment le mot, en fonction de nos différents besoins. Le distanciel et le présentiel, il n'y a pas d'opposition, mais vraiment une combinaison entre ces différentes modalités. Le push training et le pull training, on parle beaucoup anglais chez nous, je m'excuse par avance, j'ai essayé d'en enlever le maximum. Mais voilà, le push, c'est-à-dire qu'on va obliger les gens à suivre, on va pousser l'information jusqu'à eux, le pull, c'est eux qui vont venir la chercher. On voit également donc, les parcours linéaires et les parcours libres. Donc effectivement, de plus en plus de gens s'inscrivent sur des MOOC pour suivre à leur envie, à leurs besoins, en fonction de leurs besoins métiers, dans leur vie de tous les jours, d'aller suivre des formations de manière libre. Et donc voilà, les scénarios également traditionnels de la formation et les scénarios gamifiés. Donc voilà, finalement, cette multimodalité, elle n'est pas... la définition est compliquée, puisque finalement, on peut prendre toutes les modalités qui existent, les combiner les unes avec les autres, toujours, et c'est ça le plus important, dans le but d'atteindre un objectif de formation et de répondre aux besoins de nos apprenants. C'est coincé. C'est bon. Donc voilà, juste pour finir sur cette partie, on voit effectivement ici l'évolution des innovations pédagogiques, de toutes les modalités qui sont arrivées. Et on a vu finalement sur ces 20 dernières années, le e-learning qui a voulu remplacer le présentiel, on s'est rendu compte que c'était pas du tout une bonne idée. Du coup, on a fait du e-learning et du présentiel, mais sans forcément combiner les deux. Il y avait certaines formations qui étaient en e-learning, d'autres en présentiel. Mais on n'avait pas encore cet esprit de multimodalité, de blended learning, de formation mixte qui arrivait un petit peu plus tard, où cette fois-ci, on a combiné les formations à distance, plus que e-learning, la formation autonome, asynchrone, et puis le présentiel. Aujourd'hui, avec la vague de fond qui prend notre société, on arrive même finalement à parler de digital learning. Le numérique est partout, y compris dans le domaine de la formation. Et finalement, il y a des usages qui sont en train de rentrer dans notre domaine de par les smartphones, les tablettes. Et ça aussi, il faut y penser dans la multimodalité, puisqu'il y a la pédagogie, mais il y a aussi le matériel, même si ça ne fait pas tout, c'est quand même important. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir diffuser nos formations jusqu'à nos apprenants. Et donc, c'est également à prendre en compte la partie digitale.
Donc voilà, les nouveaux usages, et on en rencontre de plus en plus chez nos clients. Donc des usages par le smartphone. Alors là, on est plus sur de l'information que de la formation. Le format du smartphone fait qu'effectivement, ça peut être compliqué de diffuser des parcours complets avec de la pédagogie, voilà, sur un tout petit écran. Par contre, on voit, je vous en parlerai juste après, des dispositifs multimodaux qui sont diffusés sur tablette pour être encore au plus près des problématiques des apprenants dans leur lieu de travail. On a également la possibilité de travailler grâce à ces tablettes en mode hors connexion, c'est-à-dire que même pour ceux qui n'ont pas Internet, puisqu'il y a des endroits où il n'y a pas Internet et du coup il faut aussi qu'ils puissent être formés. Donc on va pouvoir leur amener les formations jusqu'à eux. Donc ces nouveaux usages sont extrêmement importants à prendre en compte. Alors, on exagère un petit peu, on interpole, mais pourquoi pas, imaginons, je ne sais pas si il y a 10 ans, on aurait pensé avoir des tablettes sur lesquelles, voilà, il faut se fermer à rien, mais on a aussi les Google Glass, voire l'Apple Watch qui arrive. Voilà, c'est aussi tout ça qu'il faut prendre en compte pour pouvoir suivre l'avancée de notre société et être au plus près de nos apprenants, puisque nos apprenants, finalement, quels qu'ils soient, il n'y a pas de génération X, Y, Z, peu importe, on est tous connectés, plus ou moins, mais on y est tous. Donc on voit ici les apprenants, 1,8 milliard d'utilisateurs connectés sur les réseaux. Donc c'est aussi des choses qu'il faut garder en tête, c'est des choses que les gens aiment, ils aiment cette communauté. Est-ce que finalement dans la formation, on parle de social learning, effectivement dans ce cas-là, on peut essayer de recréer ce genre de modalités de formation, pourquoi pas? Des connexions mobiles, les jeux vidéo, une génération de zappeurs, tous, on regarde plutôt des séries que des films, enfin voilà, on se rend compte que nos temps d'attention sont en train de diminuer. On regarde tous très rapidement nos téléphones, sur nos mails, etc. On a tendance à plus zapper qu'avant. C'est pas que les générations X et Y, c'est toutes les générations, c'est nous tous. Et puis pour les organismes de formation et les services formation, on se rend bien compte avec les années qu'il y a de plus en plus de demandes de retour sur investissement, de liens commerciaux, est-ce que ma formation est rentable, qu'est-ce qu'elle apporte à mes apprenants, est-ce que vous pouvez me le prouver par des chiffres? Tout ça, c'est des choses qui sont effectivement chez nous et que la mobilité et que la multimodalité nous permettent plus facilement qu'en présentiel, où on a habitude de dire que tout ce qui se passe dans une salle entre le formateur et ses apprenants reste dans la salle. C'est de moins en moins vrai avec tous ces usages et toutes ces nouvelles modalités. On pourra en reparler, ce n'est pas le sujet forcément aujourd'hui, mais ça reste quand même une problématique. Les services formation et les organismes de formation font aussi face à des quantités astronomiques au bout d'un certain temps de données, de contenu de formation numérique, PowerPoint. Voilà, c'est aussi un enjeu qui peut arriver, même si ce n'est pas tout à fait dans la multimodalité, ça reste quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'il faut réussir à gérer. Et puis bien sûr, plus de concurrence. Les appels d'offres, les enjeux de différenciation, comment est-ce que je peux me différencier par rapport à mon voisin, comment est-ce que je peux apporter des choses grâce à la multimodalité. Donc je vous propose de faire une petite photo de ce qui existe aujourd'hui. Je me suis basée sur l'enquête de l'ISTF, donc l'Institut supérieur des technologies de la formation de 2014, donc celle de 2015 arrive bientôt, donc on va pouvoir faire les comparaisons. En tout cas, cette enquête est assez intéressante parce qu'elle a été vraiment faite donc, sur un très grand nombre de structures, donc 400, qui sont réparties. Alors, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais on a pratiquement à égalité des structures privées, des structures publiques, des organismes de formation, des entreprises, des PME. Voilà, on a un peu tous les acteurs du monde de la formation. Et on a quand même étudié plus de 16 millions d'heures de formation. Je devais avoir un problème avec mon clavier, j'ai ajouté des choses en plus. Et 1,3 million de collaborateurs formés. Donc cette étude, je pense, peut se dire être assez représentative de ce qu'il est disponible à l'heure d'aujourd'hui dans le domaine de la formation. Donc j'ai commencé par cette petite diapositive sur la répartition des modalités de formation dans les organismes de formation. Donc comme vous le pouvez voir, le présentiel n'est pas mort. Donc 88% représentent le taux de formation présentielle dans les organismes de formation, 83 étant la moyenne sur tous les types de structures. D'accord? Donc on voit que les organismes de formation font un peu plus de formation présentielle que la moyenne des autres structures de formation. Pour la formation à distance, 7% par rapport à 10% sur la moyenne des entreprises et des structures, et la formation mixte, donc la multimodalité, 5% par rapport à 7%.
Donc on voit qu'effectivement, le modèle économique des organismes de formation est très majoritairement basé sur le présentiel, ce qui veut dire qu'il y a plein de champs possibles sur la formation mixte et le développement de la formation à distance. Si je prends maintenant les autres structures, les entreprises à proprement parler, qu'elles soient publiques et privées, la répartition se fait de cette manière. Donc 81% de formation présentielle, donc c'est un peu moins, mais ce n'est quand même non négligeable, et des formations à distance qui sont à 11% et des formations mixtes à 8%. Donc on a une mixité un peu plus importante sur la partie des entreprises, mais pas non plus, c'est pas une grosse différence. Beaucoup de formations à distance. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est de comparer par rapport à il y a 3 ans. Donc il y a 3 ans, c'est pas si longtemps, puisque les premières enquêtes sont sorties en 2011, et de regarder un petit peu l'évolution. Donc en pourcentage, ça fait pas énormément, mais sur 16 millions d'heures de formation, ça fait quand même une sacrée quantité. Et surtout, ça va très vite. On voit que ça évolue très vite. Donc voilà, après, il y a plein de choses qui font que ça évolue, mais effectivement, on se rend compte que cette mixité, on a quand même plus 4% dans les entreprises sur les formations mixtes, plus 3% dans le e-learning sur les organismes de formation. Donc on voit qu'en 3 ans, on a quand même un vrai virage sur la mixité qui est en train de s'engager. Donc voilà un petit peu pour ces chiffres. On pourra en parler plus en détail parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette enquête. Mais c'est vrai que ça m'a paru intéressant de vous brosser un petit peu le portrait de ce qui existe aujourd'hui sur tous les types de marchés de la formation. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, cette étude nous propose également un jugement de l'efficacité du module. Donc, je vais laisser un peu le temps parce qu'il y a beaucoup d'informations sur cette diapositive. Mais vous voyez qu'en marron, c'est l'efficacité, donc c'est jugé une modalité efficace. En orange, moyennement efficace, et en vert, inefficace. Donc on voit que le présentiel reste toujours, en termes d'efficacité, en tout cas c'est du jugement, hein, il n'y a pas de preuve par A plus B que c'est vrai, mais un jugement sur le présentiel qui reste pour les apprenants et pour les responsables formation d'organismes de formation efficace. On voit tout de même que le e-learning commence à évoluer parce qu'il y a quelques années, on était beaucoup moins sur le e-learning. On voit que le e-learning a fait ses preuves. Le e-learning est de plus en plus pédagogique, travaillé. Donc on voit que cette modalité commence à arriver, mais elle reste très loin derrière sur l'efficacité. Donc tout ça, finalement, ça reste dans notre objectif de multimodalité. Proposer de très nombreuses modalités permet de renforcer l'efficacité du e-learning par du présentiel ou bien de renforcer l'efficacité du rapid learning par de la classe virtuelle, puisque moyennement efficace et efficace, on a quand même une bonne efficacité sur la classe virtuelle. Voilà, sur le rapid learning, on voit que c'est plutôt mitigé. Donc vous voyez, ce qui a été une mode il y a 5-6 ans, finalement, on se rend compte qu'avec l'usage, c'est peut-être moins apprécié. Ou en tout cas, au niveau, ce qui est important toujours, c'est de se dire que ça, c'est l'efficacité de la modalité seule. Donc combiner toutes ces efficacités nous permet d'atteindre toujours de manière plus facile notre objectif de formation. Donc je continue avec les derniers chiffres pour ne pas vous assommer de chiffres. Les facteurs de motivation des apprenants dans le contenu des formations, quelle que soit la modalité qu'on propose, parce que c'est aussi ça qui va nous permettre de choisir les modalités qu'on va proposer à nos apprenants, les contenus qu'on va proposer à nos apprenants. Qu'est-ce qui motive les apprenants à suivre de la formation? Ce qui arrive en tête, et assez de loin, c'est un contenu qui est en lien avec les problématiques métiers, c'est-à-dire j'ai besoin, moi, dans ma vie de tous les jours, d'avoir des réponses à mes problématiques à moi. L'anglais, c'est bien, mais l'anglais dans mon travail, c'est mieux. Quand moi, je reçois un appel téléphonique dans mon domaine, je ne sais pas, dans l'agriculture, par exemple, j'ai besoin de connaître le vocabulaire de l'agriculture. Je n'ai pas besoin de savoir où est le parapluie de Brian. Voilà. Mais vous voyez le principe. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit quand même que sur les deux facteurs de motivation suivants, c'est tout ce qui est communication. Et ça, c'est souvent des choses qu'on oublie dans les formations. Mais c'est vrai qu'une très belle formation, si on ne communique pas autour, si on n'informe pas les gens qu'elle est là, si on ne leur explique pas le rythme, si on ne leur donne pas un rythme, eh bien finalement, la motivation va décroître assez rapidement au niveau des apprenants. Donc c'est toujours des notions à intégrer dans les dispositifs multimodaux. Communiquer, la présence d'un tuteur, quelqu'un pour accompagner, on ne remplace jamais le formateur, l'humain, pour pouvoir répondre aux problématiques spécifiques de l'apprenant.
l'implication de la hiérarchie, ce qui moi m'intéresse également, alors que pourtant vu où je travaille, ça pourrait être un peu étrange pour moi de vous faire cette réflexion, mais je vais quand même la faire. La dernière chose qui les motive, c'est le côté ludique du type de contenu. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la dernière chose sur laquelle les apprenants font des remontées à leurs responsables, c'est les médias, c'est la qualité graphique. Les gens préfèrent un quiz qui va leur apporter les réponses à leurs problématiques plutôt que des images avec des choses qui tournent dans tous les sens et qui est joli parce que ça ressemble à chez Apple. Finalement, on peut avoir parfois, nous, envie de mettre des choses très jolies, de rendre des choses presque sexy, et finalement, ce n'est pas forcément ce qu'attendent les apprenants. En tout cas, en premier, ils veulent du fond, la forme est importante, mais n'est pas prédominante. Ce qui est rassurant pour des pédagogues et des organismes de formation. C'est le fond qui est jugé par les apprenants. Le tutorat dans les déploiements, c'est aussi quelque chose qui est très important dans les parcours multimodaux, puisque les apprenants vont changer de modalité, ils ont besoin d'être accompagnés, tutorés, avec quelqu'un qui va pouvoir les suivre et leur expliquer ce qui va se passer après, ce qu'ils ont fait, pouvoir accompagner les apprenants sur cette problématique. Là, ici, en fait, on a pris le taux, puisqu'avec les LMS, les plateformes de formation, on a tous ces données, le taux de personnes qui ont commencé leur formation, et encore plus important, qui ont terminé leur formation, qui sont allés jusqu'au bout de leur formation sur des formations à distance, sur les parties à distance. Un taux classique et plutôt bon de complétude, donc le nombre de personnes qui sont allées jusqu'au bout de leur module, est aux alentours de 60%. Si on arrive à avoir plus de 60% de la population qui va au bout de son module, c'est un très bon chiffre. Par exemple, juste pour faire une petite aparté, sur des formations qui sont en self-service, qui sont à disposition, on atteint généralement les 1-2% de complétude pour vous montrer la différence. Nous, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont y aller, en fait très peu. Si on ne pousse pas, si on n'implique pas les gens, si on ne communique pas avec eux, il y a très peu de suivi. Donc encore une fois, une très belle formation mais qui n'est pas mise en avant ne va pas avoir les effets escomptés. Donc voilà, on se rend compte qu'à partir du moment où on travaille sur des problématiques métiers et qu'on intègre du tutorat, on va avoir un taux de complétude, donc le nombre de personnes qui vont avoir fini, de 68%. Donc on va être au-dessus de la base moyenne des 60%. Sans tutorat, on tombe à 44%. Ça paraît très peu, hein, mais effectivement, c'est vraiment la réalité. C'est l'avantage de ces outils informatiques qui nous donnent ces chiffres. Quand on va travailler sur des formations transverses, donc le management, les langues, l'informatique, la bureautique, tous ces contenus sur étagère dont on entend beaucoup parler, hein, qui sont déjà prêts et qu'on va pouvoir diffuser auprès des différentes entreprises ou des différents services de formation qu'on accompagne, on arrive toujours avec un très bon un score plus que correct avec du tutorat, par contre qui descend assez vite sans tutorat. Donc ça aussi, ça fait partie des choses importantes à garder en tête quand on fait de la multimodalité. Donc, je passe à cette fameuse question, comment choisir? Donc, je vous ai un petit peu tout dit en introduction, mais je vais quand même développer. Le schéma décisionnel classique, théorique, puisqu'on va commencer par la théorie, on parlera de la pratique ensuite, est celui-ci. Il y a un besoin opérationnel, on définit des objectifs de formation, on scénarise notre super dispositif multimodal, et en fonction des différents objectifs intermédiaires que l'on va pouvoir avoir décliné à partir du besoin opérationnel, on va choisir les modalités. Donc le choix de la modalité, en théorie, dans l'idéal, c'est toujours votre objectif de formation qui détermine votre choix. Et pas l'inverse, c'est-à-dire pas vos contraintes, vos budgets, vos délais, etc. Dans la vraie vie, malheureusement, c'est quand même souvent le budget, les contraintes techniques, les contraintes de personnes, les contraintes de compétences qui vont définir votre objectif de formation. Et c'est pas grave, on est tous pareils, il n'y a pas de problème. C'est la différence entre la pratique et la théorie. Donc du coup, quels sont les éléments sur lesquels on va pouvoir apporter notre choix de modalité? Eh bien, on va essayer juste... Voilà, je ne rentre pas dans les détails, je serais ravie d'en reparler à la pause ou un petit peu après si vous voulez plus de détails. Mais effectivement, on va avoir des repères qui vont être du côté pédagogique, qui vont pouvoir nous aider, et des repères extra-pédagogiques qui vont pouvoir nous aider. C'est la combinaison de tous ces repères qui vont nous amener à définir la meilleure modalité en fonction du contexte, des contraintes, de tout ça. Donc ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez choisi une modalité pour un objectif de formation
que dans un autre contexte, la même modalité sera forcément la meilleure. Il faut toujours se reposer la question. Donc sans rentrer dans les détails, on va quand même prendre des exemples. L'objectif transversal récurrent. Si par exemple vous savez que vous avez une présentation assez classique ou de la théorie ou des choses qui vont pouvoir resservir à plusieurs parcours de formation, ces choses-là vont être assez intéressantes à transformer à distance puisque vous allez pouvoir vous en resservir ou vous allez pouvoir le diffuser à un très grand nombre de personnes. Si par contre votre objectif est très spécifique sur, je ne sais pas comment est-ce qu'on utilise un logiciel, une sous-partie d'un logiciel qui concerne uniquement le service de compta, ça typiquement on va avoir assez peu d'intérêt à le diffuser ou à le créer en e-learning puisque très peu de gens vont avoir besoin de cette information. On va privilégier les classes virtuelles, le présentiel, des choses que l'on va pouvoir diffuser auprès d'un nombre de personnes beaucoup moins important. Les types d'objectifs, les types de compétences sont rentrés dans les détails, les savoir-être, les savoir-faire, les savoirs procéduraux, les savoirs. Il y a des choses qui se prêtent plus ou moins bien à la distance ou à la classe virtuelle. Donc voilà, ça va être aussi en fonction de ces différents objectifs et compétences que l'on va pouvoir choisir la modalité. Par exemple, les savoir-faire procéduraux, où il faut simplement suivre une procédure de A à Z et il ne faut pas changer de la procédure, sont très adaptés à la formation à distance. C'est oui, c'est non, c'est comme ça. La procédure, c'est parfait. Le savoir-être, c'est assez compliqué. On peut transposer certaines choses à distance, mais ce ne sera pas suffisant pour atteindre votre objectif de formation. Il faudra à un moment donné mettre du tutorat, il faudra à un moment donné faire du présentiel, peu importe si vous choisissez du tutorat face à face avec les gens dans une même salle, ou bien si vous préférez le faire à distance en fonction de vos contraintes. Le niveau des apprenants par rapport aux objectifs également sur des gens qui débutent ou bien des gens qui sont très avancés dans leur problématique métier par exemple, on va pouvoir de cette manière-là décider si le e-learning ou le rapid learning ou le serious game ou le présentiel ou la classe virtuelle est adapté. Plus le niveau d'autonomie est faible, plus on va avoir besoin de personnes, plus on va avoir besoin d'accompagnement pour atteindre, encore une fois et toujours, les objectifs de formation pour nos apprenants. Donc s'il n'y avait que ça, à la limite, ce serait bien. Mais généralement, c'est plutôt nos critères extra-pédagogiques qui vont rentrer en compte parce que on va quand même garder la pédagogie, mais l'extra-pédagogique est également très décisionnel dans le choix de la modalité. Le nombre des apprenants. Plus vous allez avoir d'apprenants, plus vous allez avoir tendance, et vous auriez raison, à aller vers la formation à distance. Par exemple, quand on travaille sur le seuil de rentabilité d'un module e-learning, créer un module e-learning, ça coûte cher. Sauf qu'en fait, quand on calcule le nombre d'apprenants potentiels auxquels on peut le diffuser et qu'on le rapporte au nombre de personnes qu'on aura formées en présentiel, on se rend compte que certains modules sont extrêmement rapidement rentabilisés. Si je prends l'exemple d'une très grande entreprise dans le secteur bancaire qui a plus de 3000 salariés, la présentation de l'entreprise, à un moment donné, se faisait en présentiel. Il y avait des sessions de nouveaux collaborateurs qui devaient monter à Paris tous les mois pour se voir présenter l'entreprise. Ça coûtait très cher, ça démobilisait un petit peu les équipes et puis ça mobilisait les formateurs également. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de tourner une vidéo pour présenter les différents locaux. Certaines personnes ont été interviewées et finalement, ça a été transformé en e-learning et le turnover étant extrêmement important, ils ont rentabilisé leur e-learning en 5 mois. Donc, ce qui est quand même très court. Et donc, du coup, ils ont pu éviter tous les déplacements de tout le monde. Les formateurs travaillent sur la conception des modules et sur l'accompagnement et le tutorat qu'ils font auprès des nouveaux. Donc, ils n'ont pas perdu leur métier, ils ont modifié leur mission principale. Et donc, finalement, sur cette problématique, c'était vraiment le nombre d'apprenants qui s'est dit « je vais décider d'aller faire la formation à distance ». On a également la durée de vie du contenu. Pour travailler chez un éditeur de logiciels qui met à jour extrêmement souvent ses logiciels. Je sais très bien que les contenus de formation à distance que je vais proposer ne seront pas forcément d'une qualité extrêmement élevée puisqu'ils ont des durées de vie à peu près de 3 mois. Donc voilà, on travaille pour toujours recommencer. Donc voilà, donc typiquement, on ne va pas aller sur quelque chose de trop compliqué, de trop long à faire, on va travailler sur des choses très rapides où on va pouvoir donner l'information dans le bon timing, dans le bon rythme, auprès des apprenants, mais par contre on sait très bien qu'on ne montrera pas une qualité extrêmement importante puisqu'on n'arriverait pas à tenir le rythme. On a le budget.
Ça, je ne vais pas détailler, je pense que tout le monde comprend bien. Et puis la technologie. Donc la technologie, c'est les problématiques qui nous intéressent pas forcément tous énormément, mais dont on est obligé de faire avec. C'est la qualité de bande passante, c'est le parc informatique sur lequel on va diffuser les modules, c'est les micros, est-ce qu'il y a des cartes son, est-ce qu'il y a des cartes son sur les PC. Je sais qu'on a été étonnés, on a fait un déploiement chez un client dernièrement qui travaille pourtant dans la technologie, mais qui vend en magasin. Et en fait, les ordinateurs dans les magasins, pour les vendeurs, il n'y a pas de carte son. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est des problématiques qu'il faut prendre en compte, et finalement, il n'y a pas de carte son, ça implique énormément la décision de la modalité. On ne va pas pouvoir travailler en classe virtuelle, on ne va pas pouvoir mettre du son dans nos modules, on ne va pas pouvoir faire de vidéos, voilà. Donc ça réduit tout de suite le champ des possibles. Un petit exemple. Donc ici, c'est un dispositif de formation où je vous ai noté les objectifs intermédiaires. Donc l'idée était de former, je vous affiche tout, l'idée était de former des gens sur des plateaux téléphoniques, donc pour un opérateur téléphonique, une petite formation d'intégration qui durait 5 jours au démarrage, quand les gens arrivaient en présentiel, et ils ont voulu faire le choix de réduire le présentiel, de ne pas l'enlever, mais de réduire le présentiel pour proposer des choses à distance et du tutorat, puisqu'ils se sont rendus compte qu'en 5 jours de formation, les gens apprenaient très vite, mais avaient beaucoup de mal à appliquer ensuite dans la vraie vie, puisqu'ils étaient formés avant même d'avoir commencé leur mission, d'appliquer tout ce qu'ils avaient vu en présentiel. Ils ont donc décidé de travailler sur 40 jours, si je ne me trompe pas, voilà, donc on étend énormément la problématique de temps sur cette intégration, avec 2 modules e-learning asynchrone, donc qui peuvent être suivis quand les gens arrivent à n'importe quel moment, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire de sessions spécifiques de 5 jours d'intégration des collaborateurs. Les collaborateurs arrivent à n'importe quel moment, ils vont pouvoir commencer par les bases théoriques d'une bonne communication et les spécificités de la communication téléphonique, en asynchrone, avec des quiz, avec des exemples par de la vidéo, etc. Ensuite, ils ont gardé une journée de présentiel au bout, si je ne me trompe pas, il y a le planning juste après, de 15 jours de travail. C'est-à-dire qu'ils auront déjà 15 jours d'expérience, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, ils ont voulu appliquer les connaissances dans l'environnement de travail. Et uniquement cette problématique-là a été conservée en présentiel, avec des jeux de rôle, avec des débats ensuite sur comment les gens ont réagi par rapport aux différentes problématiques qui ont été soumises dans les cas pratiques. Et ensuite, et ce qui marche extrêmement bien, on a d'extrêmement bons retours sur cette partie, c'est le quiz et le tutorat asynchrone sur adapter ses attitudes à son contexte professionnel et adopter des attitudes adaptées aux situations conflictuelles. C'est-à-dire que suite à cette formation, donc qui se trouve au 15e jour, il y a 1 mois et demi où il y a des tuteurs qui vont appeler toutes les semaines les apprenants pendant 30 minutes, pas plus, pour savoir ce qui s'est passé, pour savoir s'ils ont des questions, pour pouvoir les aider, et également des quiz en ligne pour que les gens puissent parfaire leurs connaissances et voir s'ils ont bien compris. En plus de la classe virtuelle, un forum a été mis en place au sein de l'entreprise, au sein du plateau téléphonique, pour que les gens puissent aller poser leurs questions sur un forum et d'autres collègues leur répondent. Tout ça est supervisé par le tuteur pour voir s'il n'y a pas de bonnes et mauvaises réponses, enfin, voilà, ou des choses un peu voilà, qui n'ont pas lieu d'être sur la partie forum. Mais voilà, ce dispositif est un exemple de ce qu'on a pu mettre en place chez un de nos clients. Je vous mets le planning, voilà, avec le lancement en base de la communication, à J plus ou moins 15, que du coup on n'a qu'une journée, le temps que les gens arrivent, d'abord ils se forment, ils peuvent arriver pendant 15 jours avant, peu importe. Donc la formation à action, et pendant 1 mois et demi, des échanges de pratiques entre les stagiaires, supervisés par le tuteur, et puis jusqu'à J plus 2 mois, des entretiens réguliers avec le tuteur. Donc c'est un exemple qui peut être intéressant à regarder. Donc ici, j'ai essayé de vous... Après, c'est voilà, des choses que l'on a... Enfin, voilà, on accompagne de cette manière-là nos clients, nos différents... que ce soit des organismes de formation ou des services de formation. Il n'est pas toujours évident quand on est nous encore 100% présentiel, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se lance dans le e-learning? Est-ce que mon concurrent le fait? Est-ce que...
Ben voilà, comment est-ce que nous, on va pouvoir y aller? Il y a plein de possibilités d'y aller. Si on veut y aller, si on n'a pas de pression, si on n'a pas de contraintes fortes, on peut aussi y aller sur ces 4 étapes-là. On va commencer par intégrer des supports numériques à l'intérieur des formations présentielles. Ça va nous permettre d'acculturer surtout les formateurs pour pouvoir les préparer à cette nouvelle multimodalité et cette digitalisation de la formation. Donc par des petits jeux, par exemple, qui sont disponibles, ou bien des vidéos, comme je vous disais tout à l'heure. Je vais vous montrer des exemples juste après. Ensuite, l'étape 2 est plus facile et facilitée par l'étape 1. Du coup, on va pouvoir intégrer de l'ingénierie de ressources, e-learning, auto-formative, FOAD, voilà, tous les termes que l'on peut mettre derrière. On va commencer par produire une ressource, une seule ressource. Et ensuite, on va travailler sur du blended learning, où on va se dire, ah oui, dans mon présentiel, j'ai 3 jours, finalement je vais passer sur 2 jours avec les différentes ressources que j'ai pu produire en étape 2, je vais pouvoir diminuer mon nombre de jours présentiels, etc. Et ensuite, l'étape 4, et il y a très peu de personnes qui sont rendues à cette étape 4, même sur les très grosses entreprises qui ont des moyens colossaux sur la formation, c'est d'intégrer ce qu'on appelle l'ingénierie communautaire, donc les MOOC, donc le Web 2.0, des forums, des communautés d'utilisateurs, etc. C'est très développé dans le monde personnel, assez peu vraiment à l'intérieur même des entreprises. Pourquoi? Parce qu'il faut des gens pour faire vivre ces communautés, et que du coup, ce sont des coûts qui ne sont pas forcément intégrés. Mettre un outil, ça ne suffit pas. Mettre un outil où il y a un forum et personne n'écrit dans le forum, ça ne marche pas très bien. On est les premiers à regarder les dates des posts quand on va chercher quelque chose sur Internet. Si ça a plus d'1 an, on commence à avoir des doutes. Et puis si c'est vide, voilà, on n'y retourne plus jamais. Donc ici, j'essaye de vous brosser quelques exemples. J'ai essayé d'en prendre des exemples très différents sur tout ce qu'on peut voir dans les différentes multimodalités que l'on peut proposer. La première dont je vais vous parler, c'est la démultiplication du présentiel. Qu'est-ce que c'est que ce gros mot? Donc là, on travaille avec, on va dire, comment vous dire ça, pour ne pas citer leur nom, un prestataire sur l'électricité qui est très répandu dans notre pays. Ils vont changer tous les... j'ai perdu le mot. Les compteurs électriques. Tous les compteurs électriques vont passer en numérique bientôt. Et ils ont donc tous leurs agents à former. Donc là, c'est posé la question, comment est-ce qu'on les forme, ces agents? Parce qu'il y en a entre 10 et 15 000, donc c'est quand même un certain coût. En plus du coup de changer tous les compteurs. Et en fait, ils ont choisi de démultiplier le présentiel. C'est-à-dire qu'ils ont fait venir au siège tous les managers des différentes entités qu'ils ont formés en présentiel avec, je vous montre, alors c'est pas l'exemple fini parce que malheureusement je n'ai pas le droit de vous le montrer, mais je vais vous prendre quelque chose d'assez proche. Ce petit outil. Donc c'est un kit présentiel, peu importe, je vous montre à quoi ça ressemble, parce qu'on peut le faire avec plein d'autres possibilités. Donc un petit kit qui a une seule et même, c'est un point, enfin voilà, c'est un seul contenu qui contient tout ce qu'il faut faire dans la formation. Le timing, les documents associés qui ne peuvent pas être modifiés, enfin qui peuvent être modifiés, mais la prochaine fois qu'on l'ouvre, les modifications auront été perdues. Donc les différents timings, et on peut même avoir un guide papier, PDF, qu'on va imprimer avec sur chaque diapositive le discours qu'il faut donner, etc. Donc ces managers ont été formés avec les formateurs du siège via ce petit outil, et ensuite ils sont partis avec ce petit outil, ce plan de cours, on va appeler ça, et donc ils ont démultiplié la formation, c'est-à-dire que ce sont chaque manager de chaque entité qui ont formé leurs collaborateurs. Et finalement, ils ont réussi en très peu de temps, en presque 2 semaines, à former entre 10 et 15 000 personnes grâce à la démultiplication du présentiel. Donc c'est une sorte de multimodalité, c'est-à-dire que le dispositif au départ était pour le siège de former tous les collaborateurs. Ils ont fait une modalité présentielle, puis une modalité à distance, qu'il y a des tuteurs, les formateurs présentiels du siège accompagnent les managers pour répondre à leurs questions, etc., etc. Donc juste pour vous montrer, ici, alors, je vais mettre le son, je vais vous lancer ici, c'est un petit jeu qui a été fait, je ne sais pas si ça vous rappelle des sons. Et donc finalement, c'est un petit jeu. Voilà, donc peu importe les questions. Mais voilà, c'est un petit jeu où dans chaque agence, finalement, ils ont fait les groupes. Il y a le groupe rouge, le groupe bleu. Et l'idée, c'est de voir s'ils ont bien compris en leur posant des questions.
Et finalement, c'est le formateur qui dirige, c'est-à-dire que le formateur a les bonnes réponses et il va pouvoir donner des points. Donc je peux poser la question au groupe rouge, quel est le pourcentage du message qui est retenu si la formation comporte lecture, observation, interactivité et mise en pratique? Donc on arrive à 80%. Donc si le groupe vert me répond, je vais pouvoir lui mettre des points. Je vais pouvoir passer à la question suivante, etc., etc. Donc il y a plein de petites possibilités qui existent où on peut intégrer le numérique dans le présentiel. Donc ça ne plaît pas à tous les publics, hein, il y a plein de choses qui sont possibles, c'était juste un exemple. Donc au niveau du présentiel, vous voyez, on peut travailler avec des petites choses comme ça qui sont assez sérieuses, on va dire, voilà, qui guident énormément les formateurs, qui aident à démultiplier les formations et à réfléchir sur ma formation va être diffusée de manière homogène, tout le monde a les mêmes supports, tout le monde a la même timing. Après, encore une fois, ils sont libres de dépasser de 5 minutes, hein, voilà, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on a quand même le plan qui est défini et qui permet de démultiplier. Et les petits jeux. Après, il existe aussi des jeux qui ne sont pas numériques, hein, les jeux de plateau, tout ça. Mais c'est une possibilité. Donc si je regarde ici, hop, je vais rebasculer après. Donc ça, c'était la démultiplication du présentiel. Si maintenant je vous parle du connecté versus déconnecté. Alors, il n'y a pas besoin d'aller très loin, effectivement, pour avoir des problématiques de connexion. Et on travaille ici sur un groupe dans la beauté, Institut de beauté, qui travaille beaucoup dans les galeries. Et ils avaient un problème au niveau de la bande passante Internet. Parce que la bande passante Internet dans les magasins est uniquement dédiée pour les caisses, pour les flux monétaires, etc. Donc il a fallu trouver une solution au niveau de la connexion. Et finalement, en fait, les coûts qui ont été mis en place, enfin les investissements qui ont été faits, c'était d'acheter des tablettes, une tablette par franchise, puisque c'est des franchises, et toutes les formations sont diffusées de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a une tablette par institut, et finalement, dès qu'il y a du temps, dès qu'il y a peu de clients, les gens peuvent se mettre dans la partie arrière du magasin pour suivre leur module. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Et du coup, il y a la possibilité sur certains outils, dans beaucoup d'outils, de travailler en mode déconnecté. C'est-à-dire que les formateurs vont venir charger les modules sur la tablette et les gens pourront de cette manière-là suivre les formations de manière déconnectée. De toute façon, toutes les formations que l'on propose en mode déconnecté sont toujours appuyées par du tutorat, soit par les managers, puisqu'on peut aussi s'appuyer sur les managers quand on travaille sur des entités de cette manière-là, soit par des tuteurs qui sont gérés par le siège. Un autre exemple, ici sur la Française des Jeux, je vais dire leur nom, ils ont une vraie problématique de connexion et surtout de mobilisation des apprenants, puisqu'ils travaillent avec des buralistes qui sont indépendants et qui ne peuvent pas monter en formation à la Française des Jeux et fermer leur boutique. C'est pas possible, on ne peut pas leur demander ça. Donc ce qui se passe, encore une fois, c'est de la formation sur tablette. Et donc en fait, les formateurs partent des sièges régionaux avec les tablettes le matin où ils ont chargé les différents modules et les apprenants qu'ils vont voir dans leur tournée. Donc c'est un peu comme leur tournée commerciale, ils font la tournée des bureaux de tabac pour aller voir les différentes personnes. Et en fait, le formateur va donner sa tablette, l'apprenant va réaliser son module de formation. Et une fois que le formateur aura fait toute sa tournée, répondu aux questions, etc., il ramène la tablette au siège, et là tout le tracking remonte en ligne sur la plateforme de formation, et donc un suivi pédagogique est possible. Donc on voit qu'il y a vraiment plein de possibilités dans les différents exemples de multimodalité. Un dernier exemple ici au niveau de l'industrialisation, puis j'ai un exemple à vous montrer sur cette partie-là. Donc encore un opérateur téléphonique qui travaille pour former, donc c'est le service formation de cet opérateur téléphonique, qui travaille pour tous les 3 mois, en fait il y a des nouveautés produites, des nouveautés dans la gamme, et il faut encore une fois informer toutes les personnes du réseau. Donc ils sortent entre 10 et 15 modules par mois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment énorme, et donc ils ont dû, même si c'est peut-être un gros mot pour nous pédagogues ou formateurs, industrialiser leur production. Donc ça fait un peu peur, mais finalement c'est possible, et la contrainte était tellement forte, sortir entre 10 et 15 modules par mois avec une équipe de 4 personnes, c'est une très forte contrainte, et donc il a fallu produire ce qu'on appelle des gabarits. Et donc en fait, il est sur mon poste, je vais pouvoir vous le montrer.
Donc voilà comment c'est fait. En fait, dans les outils qu'ils utilisent, tous les modèles sont prêts. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à mettre le titre et la date, par exemple, déjà. Donc ils n'ont pas besoin de se soucier au niveau storyboard, comment est-ce qu'ils vont présenter leur page d'accueil, c'est toujours la même chose. Toutes les animations sont déjà faites à l'avance, il y a juste le texte à remplir. Bon, après, c'est une petite vidéo de présentation, et donc ils vont tourner ces petites vidéos sur une journée de tournage, et en fait, ils ont toujours un sommaire en 7 points, c'est-à-dire qu'ils ont toujours 7 écrans dans leur module. C'est le contenu qui change à chaque fois. Vous voyez qu'au niveau graphique, c'est extrêmement simple, mais d'un côté, quand on a autant de modules à produire avec si peu de moyens, on n'a pas le choix, il faut trouver une simplicité, mais c'est extrêmement efficace. Donc vous voyez, on est toujours sur le contexte et enjeu. Donc là, c'est pour sortir, donc c'est la semaine prochaine, normalement. Voilà, les voitures connectées. Il nous manquait ça. Donc vous voyez, c'est très simple, hein, c'est des diapositives de PowerPoint en fait qui viennent de l'équipe communication, parce que l'équipe communication transfère au service formation les informations. Donc ils ont juste à les transformer. Donc c'est le tournage qui prend le plus de temps, mais comme vous le voyez, c'est des plans fixes, donc il n'y a pas de montage derrière. Je vais avancer un petit peu si je peux. Donc c'est toujours la même chose, il y a toujours 4 points clés. Donc il faut toujours trouver 4 points clés. Donc voilà, c'est de l'industrialisation, mais ils arrivent à sortir 15 modules par mois à 4. Alors je voulais juste passer, voilà. Pardon, je voulais vous montrer ça, bon, tant pis, ça va revenir. Voilà, donc vous voyez, c'est à chaque fois le même modèle. La vidéo en petit, et puis les éléments qu'on va pouvoir mettre autour. En fonction du nombre d'éléments, on va activer ou pas certaines fonctionnalités. Donc ça, c'est de l'industrialisation, et ça fait partie de la multimodalité, parce que si on veut pouvoir proposer des parcours multimodaux, il nous faut des ressources, et beaucoup de ressources, donc ça peut être aussi une possibilité. Voilà pour ça, petit exemple. L'Airbox. Je fais de la pub en même temps, sans le vouloir. Donc voilà sur ces quelques exemples. Donc les challenges de la multimodalité finalement, pourquoi est-ce qu'on va faire de la multimodalité? Pour optimiser les budgets, parce que c'est voilà, le lieu quotidien de tout le monde. Améliorer la qualité pédagogique. On se rend compte que maintenant toutes les modalités nous permettent d'atteindre plus efficacement, que ce soit par les différents biais pédagogiques qu'on va utiliser et par les différentes modalités qu'on va pouvoir proposer. Augmenter la réactivité, et ça c'est vrai que c'est un lot quotidien, il faut être réactif, il faut toujours aller plus vite. C'est pas toujours évident, mais c'est la réalité, il faut s'adapter aux problématiques des entreprises qu'on suit, qu'on accompagne, et d'homogénéiser les niveaux en formation. Ça va donc nous permettre d'avoir des parties avant présentielles pour être sûr que tout le monde est à peu près le même niveau, et donc d'avoir de meilleures chances d'atteindre l'objectif de formation sur la partie présentielle. Voilà, je vais pas forcément... Je ne sais pas si vous avez des questions, parce que je voudrais garder du temps sur les questions. Donc j'ai déjà été longue. Voilà, de toute façon, vous aurez le document si vous voulez aller voir. C'est juste un récapitulatif des avantages. Je pense qu'il y a... Merci Marie Tousset. Je vous en prie. Premier temps d'échange, hein, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour. Voilà, essayez, sinon vous allez effectivement faire un effort. Merci. Bonjour, Gisèle Talmance, je fais effectivement de la formation, j'ai créé une formation multimodale. Alors j'ai une petite question par rapport à votre explication qui était très claire et très intéressante. Vous ne parlez pas des modalités d'exercice, c'est-à-dire que vous avez parlé des quiz, okay, mais est-ce qu'au-delà de ça, vous avez ce qu'on appelle l'EAP? Oui. Voilà. Est-ce que vous pratiquez cet exercice-là et comment? Oui, alors après, là on a parlé des modalités du dispositif, on peut également descendre plus bas en fait à l'intérieur des dispositifs sur les différentes modalités d'exercice qu'on peut proposer.
L'avantage du numérique, c'est que finalement, on a la chance d'avoir des outils qui sont très souples, et donc on va pouvoir vraiment adapter toutes les pédagogies qu'on peut présenter à l'intérieur des différents contenus qu'on va pouvoir proposer. Donc je ne sais pas si vous avez un exemple, par exemple, plus précis. Moi, mon exemple, il est très simple, c'est-à-dire que les formations que j'ai créées à distance, dans des modalités assez similaires des vôtres, j'ai effectivement à chaque fois cet exercice pour pouvoir mettre en application ce qu'ils ont appris. Et là où je rencontre une problématique, moi, sur les plateformes que j'ai utilisées jusqu'à présent, c'est la traçabilité de l'exercice. Parce qu'effectivement, pour pouvoir être pris en charge par l'OCA... Oui, en plus, oui. Et je voulais savoir si sur vos plateformes, ces modalités-là existent, quoi. Alors en fait, sur beaucoup de plateformes, la nôtre ou pas, effectivement, après, c'est des problèmes malheureusement de compatibilité, parfois entre l'outil qu'on utilise pour produire et l'outil qu'on utilise pour diffuser. Il y a effectivement une possibilité de compatibilité et d'avoir le retour pour savoir exactement ce que l'apprenant a répondu à une question, voir même combien de temps il y a passé, et même, s'il l'a fait plusieurs fois, quelles ont été ses réponses à chaque passage finalement. Donc on a tout à fait cette possibilité qui sont effectivement parfois demandées par les OPCA. Là effectivement ça va dépendre des outils. Mais normalement, en tout cas dans le champ des possibles de modalités d'exercice, il y a tellement d'outils qui existent sur le marché, qui soient les nôtres ou d'autres, des concurrents, qu'on doit pouvoir retrouver ou adapter en tout cas ce qu'on nous propose dans les outils par rapport aux pratiques qui vous semblent pertinentes pour atteindre l'objectif de formation. Je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Anne Desnay, je suis responsable de projet RH et formation dans un centre de formation. Alors on utilise déjà depuis quelques années ces multimodalités, oui. Mais au-delà des outils, moi j'ai un vrai questionnement. Effectivement, on fait souvent des formations en e-learning préalables au présentiel. Enfin, des questions de gagner sur les aspects connaissances et que le présentiel soit réservé plutôt à l'entraînement. Et je forme entre autres des managers et moi la plupart du temps je me retrouve avec la moitié de mon groupe qui n'a pas eu le temps de faire les modules d'e-learning. Ça m'étonne. Je crois que je ne suis pas la seule à ce souci-là. C'est pas par mauvaise volonté, mais c'est souvent des managers qui sont en poste, qui ont une lourde charge de travail et qui ont souvent du mal à se dégager du temps sur leur poste de travail pour suivre ces modules d'e-learning. Alors voilà, est-ce que autour de cette salle, il y a des gens qui ont trouvé des astuces, des moyens pour accompagner, et pourtant c'est des personnes qui ont des tuteurs, tout à fait. On met en place plein de choses, mais ça ne fonctionne pas tout le temps, et souvent finalement je me retrouve en présentiel avec un groupe avec des niveaux hétérogènes, parce que... Et le double du programme dessus qui était prévu, voilà, finalement. On réadapte en direct le module du présentiel. Tout à fait. Alors du coup, si je peux donner mon point de vue, à moi qui ça peut se compléter. Du coup, on travaille souvent effectivement sur les managers, c'est des cibles compliquées, et c'est souvent la première cible qu'on met sur le e-learning. C'est ça qui est assez... voilà. Donc effectivement, on a la possibilité, alors c'est encore de la théorie, mais c'est vrai que c'est des choses qui, quand ça fonctionne, c'est extrêmement appréciable, et du coup ils vont avoir le temps, c'est qu'on va impliquer leur hiérarchie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont acheter, aller dans cet organisme de formation, on va impliquer au maximum la hiérarchie pour dire, si vous voulez que ce soit pertinent, si vous voulez que la formation serve à quelque chose, il faut qu'ils aient du temps. Et donc on va dégager 1 heure par semaine, ça peut être une possibilité. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, on va travailler souvent sur des modules très très courts, de 5-10 minutes grand maximum, pour justement permettre à des managers qui n'ont pas un temps... Après, personne n'a non plus beaucoup de temps, mais les managers, voilà, ils nous le font savoir souvent. Donc du coup, voilà, ils n'ont pas forcément énormément de temps disponible. Donc des modules très très courts qui vont faire sens en 5 minutes. Donc ça, c'est pas toujours évident. Atteindre un objectif en 5-10 minutes grand maximum. L'autre possibilité, c'est de travailler beaucoup sur la mobilité, puisque c'est souvent des populations très nomades, et donc de pouvoir leur diffuser les formations sur leur tablette, sur leur smartphone. Il faut voir les types de formations, encore une fois. Ça peut être des solutions, malheureusement, effectivement, il n'y a pas une solution magique pour faire suivre les managers comme les autres types d'apprenants, effectivement. Une question de vous. Bonjour, je m'appelle Hélène
sur Go, et moi j'ai plus une question de vocabulaire, désolée. Vous avez parlé de e-learning, rapid learning, serious gaming, etc. Et en fait, moi pour moi, le e-learning regroupait l'ensemble des autres propositions que vous faisiez après. Tout à fait, vous avez raison. Le e-learning, c'est un peu un mot au tiroir où on met beaucoup de choses. Après, il y a plein de e-learning différents. Donc en fait, le e-learning ici, comme je l'ai appelé, c'est vraiment un module de formation où on va apporter des notions, répondre aux notions, faire des quiz, des questions, de l'évaluation pour voir si les gens ont bien compris. Voilà, c'est ce qu'on appelle voilà, le e-learning. Mais finalement, le e-learning, c'est aussi juste des quiz et de l'évaluation. C'est aussi, voilà, il y a vraiment beaucoup de types de... Donc je ne sais pas si vous voulez, si mon PC veut bien redémarrer. Je vais vous montrer vraiment très rapidement, c'est juste une diapositive. Voilà, je l'avais préparé parce que du coup, c'est pas toujours évident. Alors je vais essayer de le mettre en plus gros. Je ne sais pas si vous le connaissez. Est-ce qu'on peut... Je précise que l'ensemble des documents qui vous sont présentés seront disponibles sur le site Acteurs FPC dans la partie Actes des rencontres. Voilà. Je ne sais pas si c'est très parlant, mais ça ne marcherait pas comme... C'est un peu mieux. Alors du coup, ici, si vous voulez vous repérer, il existe une classification qu'on a essayé de rendre le plus simple possible, où on a essayé de ranger en fait les différents types de e-learning en général en fonction de critères. Le premier critère étant la scénarisation, le deuxième la médiatisation, ce qui constitue un peu la définition du e-learning, la pédagogie et les médias. Et du coup, en fonction des typologies de médias, je vais peut-être vous mettre les captures d'écran à côté, ça va permettre d'essayer de définir tous les possibles du e-learning. Et puis par ça, en fait, ça permet de calculer les coûts, les charges, les compétences, enfin voilà, il y a plein d'incidences derrière, mais aussi pour découvrir et pour voilà, se repérer un petit peu dans le e-learning, puisque le serious game est du e-learning, voilà, voilà, tout à fait. Donc je pourrais l'intégrer dans la partie sans aucun souci. Dans les différentes solutions que vous avez proposées, quelles sont celles qui peuvent bénéficier de financement OPCA? Alors, ça dépend des OPCA. C'est la bonne réponse. Malheureusement, il n'y a pas de choses toutes faites. Ça peut dépendre des OPCA, des branches, des régions, même des fois d'une région à l'autre dans la même branche, ça ne va pas fonctionner pareil. En fait, on va dire la thématique transversale, c'est qu'il faut du tracking, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir prouver que les apprenants ont suivi comme en présentiel où il faut une feuille de présence. Donc en fait, finalement, la vraie problématique est moins la modalité, mais plus l'outil de diffusion, et est-ce que ça va vous permettre de pouvoir prouver à votre OPCA ou à d'autres personnes que les formations ont bien été suivies. Donc en règle générale, c'est la chose sûre, il vous faudra du tracking. La deuxième, c'est que parfois dans vos parcours multimodaux, c'est qu'il faut à un moment donné de l'intervention présentielle. Pas présentielle, face à face. Tuteur à distance, mais avoir de l'humain qui va pouvoir prouver que les gens étaient là. Donc voilà, ça c'est très très différent en fonction des problématiques. Je sais peut-être que quelqu'un a déjà rencontré cette expérience et qui peut nous... Je ne sais pas. Si vous avez déjà... La dernière question, la dernière réponse. Bonjour, Anne Duquet, consultante chef de projet FOAD. Excusez-moi, je parle de FOAD. On va dire que c'est multimodal, multimodalité. Non, c'est pour répondre à la question qui vient d'être posée. Je vous rappelle qu'il y a une réforme de la formation professionnelle en ce moment et que la bonne nouvelle, c'est que la formation à distance intègre maintenant, voilà, c'est une modalité de formation comme le présentiel et qu'on attend, alors je ne sais plus si c'est un décret ou un arrêté ministériel, mais qui va justement assouplir cette histoire de traçabilité et qui devrait voilà, permettre d'intégrer dans les financements tout à fait. toutes les modalités de formation. Alors, moi, effectivement, je vous rejoins sur la mise en œuvre pour avoir regardé. J'espère que ce sera plus souple. Je n'en suis pas convaincue. Les acteurs qui peuvent influer, ils travaillent. Moi, je tout à fait. FFFD, qui est donc le FOD
le Forum français de la formation ouverte à distance et qui est très présent là-dessus pour essayer de faire en sorte qu'on simplifie les choses au maximum, puisque quand on est en présentiel, il suffit de feuilles d'émargement, voilà. Donc d'essayer de trouver l'équivalent, quelque chose d'aussi simple, parce que pourquoi demander des preuves d'avoir fait les exercices, de réponse aux exercices, choses comme ça, à distance, alors qu'on ne le demande pas en présentiel. Tout à fait. Donc on va envoyer des ondes positives pour que les bonnes décisions soient prises, mais sachez que les acteurs de la formation multimodale et à distance, ils travaillent pour nous simplifier la vie à tous. Parce que d'autant plus qu'on parle de plateforme, mais le multimodal, ça peut être lire un livre avant de venir en formation. Tout à fait. Et là, il n'y a pas de tracking. Une discussion à la machine à café peut aussi, pourquoi pas. Il y a d'autres modalités que, là, on parle de nouvelles technologies, mais ça peut être aussi tout simplement lire un ouvrage. Et, parce qu'à présent, on n'a pas encore de possibilité de traquer informatiquement la lecture d'un ouvrage. Mais effectivement, l'arrivée des nouvelles technologies nous ont fait nous poser toutes ces questions finalement qu'on ne se posait pas sur les modalités présentielles. Tout à fait. C'est l'avantage et l'inconvénient du tracking du coup.